C'est un réel bonheur, quand on est en fin de carrière, de pouvoir se rendre compte qu'avec d'autres acteurs, on a participé à la transmission du flambeau dans le domaine de l'enseignement. En effet, Ophélie de Clercq, que je vais interroger maintenant, a été mon élève alors qu'elle avait 12 ans au siècle passé. Ceci dit, ce n'est pas pour la vieillir du tout, je peux vous dire que c'est à la fin du siècle passé. Voilà. J'étais effectivement à l'époque professeur d'histoire à l'école de Crolly à Bruxelles. Ophélie de Clercq est titulaire d'un master en sciences de l'éducation qu'elle a obtenu à l'Université libre de Bruxelles, ce que l'on appelle couramment en Belgique l'ULB. Elle a été professeure de psychopédagogie à l'Institut d'enseignement supérieur pédagogique de Nivelles, qui fait partie aujourd'hui de la Haute École Bruxelles-Brabant, et elle a développé de multiples compétences pendant sa relativement courte biographie par rapport à la mienne, et ces compétences sont liées au hasard de l'existence, parce qu'elle a dû s'expatrier. Elle a été professeure en maternelle au lycée français de Moscou, où elle a en particulier développé, grâce à la photographie, un matériel pédagogique spécifique. Elle a poursuivi cet intérêt pour la photo lorsqu'elle était en Indonésie. Je ne sais pas si j'ai dit que c'était au lycée français de Moscou. Oui, oui. Voilà. C'était dans l'autre sens, par contre. C'était d'abord l'Indonésie et puis la Russie. Mais c'est pas grave. Je l'ai entendu dans cet ordre-là lorsque, hors caméra, nous avons eu l'occasion d'en discuter. J'ai d'abord entendu parler de la Russie. Mais les compétences sont les mêmes. Les compétences sont les mêmes. Alors, elle s'est adonnée à la photographie en Indonésie. Et alors, compétence surprenante, elle a appris sur place donc l'indonésien, et elle a traduit une autobiographie de l'indonésien en français. J'espère avoir résumé l'essentiel de tes compétences. Oui. Hein. Je vais interroger Ophélie de Clercq sur un domaine qui relève donc de ce qu'on appelle aujourd'hui son expertise. C'est un mot qui est un peu galvaudé, que je n'aime pas beaucoup à titre personnel, mais enfin c'est un terme maintenant couramment usité. Je vais l'interroger sur ses activités actuelles à l'Université libre de Bruxelles, où elle participe au développement de dispositifs pédagogiques. Première question, donc, Ophélie, oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, en introduction, d'où te vient ton intérêt pour la pédagogie? Puisque finalement, tu as fait des études dans cette voie-là et que tu exerces un métier dans ce cadre-là, aujourd'hui. Ok. Mais donc, comme tu l'as souligné dans ton introduction, donc j'étais d'abord sensibilisée à la pédagogie parce que, en tant qu'élève du secondaire, donc j'étais à l'école de Crolly, qui est une pédagogie active, et donc c'était un souhait de mes parents, qui sont tous les deux aussi dans le domaine de l'art et dans l'enseignement. Donc ça, c'était, je dirais, ma première sensibilisation à la pédagogie. Et ensuite, donc, j'ai fait des études de psychopédagogie à l'Université libre de Bruxelles, l'ULB, comme tu l'as signalé. Et là, c'est vrai qu'en tant qu'étudiante, j'ai souvent eu le sentiment de devoir faire des choses qui n'avaient pas toujours du sens pour moi. Et je pense que je ne suis pas devenue psychopédagogue tout à fait par hasard, parce que cette question du sens m'a toujours interpellée. Quel est le sens de ce qu'on me fait apprendre? Et c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à me motiver pour des choses qui n'avaient pas de sens pour moi. Donc j'étais une élève qui pouvait se motiver facilement pour des choses dont j'en voyais l'intérêt, mais par contre, quand cet intérêt était plus flou, j'avais vraiment du mal
à me motiver. Donc voilà, tu as peut-être une image de moi de bonne étudiante, mais... Élève, hein, oui, de bonne je élève. t'ai jamais eu comme étudiante, mais élève puisque tu avais 12 ans, hein, je l'ai rappelé en introduction. Mais bon voilà, c'est vrai que j'étais parfois une élève un peu, ou une étudiante un peu têtue et difficile, parce que j'avais du mal à me motiver pour les choses qui ne faisaient pas sens pour moi. Donc quand je suis arrivée... J'ai surtout le souvenir de toi, de quelqu'un qui était très timide. Alors, j'ai pas eu l'occasion d'entendre beaucoup le son de ta voix, mais peut-être que j'étais impressionnant parce que, voilà, tu avais 12 ans et moi, ben voilà, j'étais... Oui, ben, je crois que voilà, je ne sais pas. Ou bien, moi, je te voyais essentiellement comme une élève qui observait et qui se posait certainement des tas de questions. Et je voyais dans tes yeux, à l'époque, une attitude un petit peu, comment dirais-je... de retrait, mais de retrait à la fois critique et observateur. Mais ça, c'est une impression de professeur qui remonte, je dis bien, au siècle passé. Donc ma mémoire, vraisemblablement, a dû travailler et ne correspond sans doute pas à une réalité de l'époque. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai ce souvenir d'une enfant, puisque tu étais encore une enfant à ce moment-là, où je voyais qu'il se passait des tas de choses dans ta tête, bien entendu, mais je ne savais pas très bien identifier ce qu'il y avait dans ta tête. Mais enfin, bon, ça c'est... Oui, mais je pense que c'est lié au métier que je fais aujourd'hui. Même, par exemple, la photographie. Dans la photographie, oui, on serait dans l'observation. Et dans le métier de conseiller pédagogique à l'université, donc il y a un métier où on accompagne des enseignants et des dispositifs pédagogiques, mais l'observation et l'analyse sont très importantes. C'est vrai que voilà, on analyse un dispositif, on analyse un cours. Donc dans la posture d'accompagnement, je pense que l'observation... Donc il y avait déjà tout un dispositif qui était en place dans ta tête. Oui, après c'était peut-être pas aussi transparent à l'époque, mais voilà. Avec les années, en tout cas, c'est comme ça que j'analysais les choses. Donc voilà, je pense que le conseiller pédagogique, ben, il est... Donc il y a une continuité, ben, c'est inévitable, hein, dans ton évolution psychologique et intellectuelle, quoi. Oui, je pense qu'en tout cas, ça fait partie des qualités du conseiller pédagogique. Voilà, d'être un petit peu têtu, tenace sur la question du sens, et puis aussi voilà, d'avoir une posture finalement un petit peu, comme tu dis, en retrait. Voilà, on est plutôt dans l'observation, on analyse l'accompagnement, donc ça demande beaucoup de tact aussi. Voilà. Certainement, d'autant plus que, comme tu le sais, puisque je travaille dans un institut de formation des maîtres, un bon tiers de mes collègues sont des psychopédagogues, et c'est donc un milieu que je crois connaître un tout petit peu depuis plus d'une vingtaine d'années que je travaille avec eux. Et nous avons d'ailleurs été collègues, hein, je l'ai rappelé tout à l'heure. Nous allons rentrer maintenant dans le bain, et je vais te poser maintenant une question qui a rapport immédiatement avec ce que tu fais. Et cette question, tout à fait logiquement et tout à fait naturellement, sera la suivante. En quoi consiste ton travail à l'Université de Bruxelles? Alors, donc à l'Université libre de Bruxelles, il y a une cellule pédagogique centrale qui s'appelle la cellule Practice et qui est donc le service au sein duquel je travaille. Il faut savoir aussi que au sein des différentes facultés, maintenant chaque faculté, enfin pas chaque faculté, mais de plus en plus de facultés engagent leur propre conseiller pédagogique parce que le chantier en matière de pédagogie est assez grand et puis de plus en plus valorisé. Et donc les facultés maintenant ont tendance à aussi engager leur propre conseiller pédagogique. Et en quoi consiste mon travail? Mon travail consiste principalement à accompagner les enseignants à titre individuel ou alors à accompagner des dispositifs pédagogiques, donc des projets un petit peu plus grands. Et donc là, on travaille principalement avec des équipes. On s'occupe aussi de la formation donc des nouveaux académiques et des nouveaux scientifiques. On leur offre une formation pédagogique de base qui n'est pas obligatoire, mais je dirais ils y sont fortement conviés, invités, parce qu'il faut savoir que à l'université, c'est peut-être, je pense, le seul métier où finalement les enseignants n'ont pas de formation pédagogique. C'est ça. Voilà. Donc ils sont avant tout des chercheurs, des spécialistes d'une discipline, mais ils n'ont pas de formation pédagogique de base. Oui, et c'est fou parce que, bon, moi et toi, à un moment donné, nous avons formé des futurs professeurs d'enseignement secondaire.
Et pour être professeur d'enseignement secondaire, il y a 2 diplômes, mais enfin, on passe par ce que l'on appelle en Belgique l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur, de l'enseignement secondaire supérieur. Et puis, pour enseigner dans l'enseignement supérieur non universitaire, il faut présenter depuis 15 ans, une quinzaine d'années maintenant, ce que l'on appelle le CAPAS, c'est-à-dire le certificat d'aptitude pédagogique appropriée à l'enseignement supérieur, qui nécessite la constitution et la présentation d'un dossier dans lequel on développe les compétences que l'on cherche à faire acquérir par nos étudiants et nos étudiantes. Tandis qu'à l'université, il n'y a rien de semblable, il n'y a toujours pas de titre requis sur le plan pédagogique, ce qui paraît un petit peu fou, surtout dans le cadre actuel, parce que bon, on n'est quand même plus dans la société du 19e siècle ou de la première moitié du 20e siècle. Aujourd'hui, on sait que le problème, pas seulement de la transmission du savoir, bien entendu, mais aussi de la formation intellectuelle au sens premier, est un problème majeur. Ça n'a pas de sens, bien sûr, d'enseigner une discipline avec un contenu très élaboré si les récepteurs, entre guillemets, qui se trouvent de l'autre côté n'ont pas les outils et ne comprennent pas ce qui se passe, en fait. Ils sont sur Mars. Voilà. Donc, nous allons maintenant passer à la question suivante. Comment procèdes-tu à l'évaluation des programmes d'études? Alors, donc effectivement, donc j'ai peut-être oublié de le souligner dans nos missions, donc on accompagne les enseignants, les dispositifs pédagogiques, mais c'est vrai qu'on intervient aussi au niveau des programmes d'études, notamment de leur évaluation. Alors, comment sont évalués les programmes d'études à l'université? Je dirais qu'il y a 3 types d'évaluation. Il y a une évaluation qui est faite par l'AECES, donc l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur, qui est une agence externe. Et donc là, dans le cadre de l'évaluation AECES, la cellule pédagogique collabore principalement avec la cellule qualité de l'ULB. Et donc là, je ne vais peut-être pas rentrer dans la procédure, etc. Non. Mais chaque programme d'études doit rendre un rapport d'évaluation et puis ils sont ensuite soumis à une visite d'experts externes. Donc quand on dit programme d'études, c'est dans chaque département d'université, c'est ça, dans toute spécialisation, quelle qu'elle soit. C'est ça que tu veux dire? Oui, donc oui, non, mais c'est pour que ce soit clair pour nos auditrices et nos auditeurs. Donc, voilà. Par exemple, un programme d'études, ça peut être le bachelier Voilà. en sciences psychologiques et de l'éducation. Voilà. Pour nos auditrices et nos auditeurs français, un bachelier, ce qu'on appelle au fond dans les pays anglo-saxons un bachelor, voilà, correspond à ce qu'en France, et c'est un cas unique d'ailleurs en Europe, c'est ce qu'en France on appelle une licence, qui se fait donc en 3 ans. Alors, pour revenir au programme, donc, il y a une évaluation externe qui est faite par l'AECES. Un autre type d'évaluation, c'est tout simplement une évaluation à la carte. Donc un responsable de programme qui vient nous voir, qui dit voilà, en dehors de l'évaluation AECES, j'aimerais bien évaluer notre programme pour telle ou telle raison. Et puis le troisième cas de figure, c'est des évaluations dans le cadre d'accréditation. Donc par exemple, la faculté Solvay souhaiterait obtenir l'accréditation ESBC, donc qui est une accréditation pour les écoles de business. Dans ce cas-là, parfois on peut aussi faire appel à un pédagogue. Voilà. C'est ça. Et alors, quand tu dis évaluation de programme d'études, dans la mesure, qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que, essaye de nous donner un exemple concret, parce qu'un programme d'études, il paraît a priori logique que ce soit donc des spécialistes de la discipline concernée qui s'y attellent. Et en quoi, au fond, un pédagogue, un psychopédagogue peut intervenir, il intervient à quel moment? C'est quand dans le descriptif d'un cours, il y a quelque chose où on se dit, en termes d'apprentissage, ça ne va pas pouvoir se faire. Comment j'essaie d'être un petit peu... Comment on construit un programme d'études? Comment on construit un programme d'études? C'est à quel moment? Parce que je ne vois
on pourrait ne pas voir immédiatement de quoi il s'agit. Alors, c'est une question intéressante parce que en matière de programme, bien entendu, il y a des contenus, il y a des matières, Bien donc sûr. on essaye bien Voilà, entendu oui. que voilà, toutes les matières utiles à la formation soient représentées, soient mises à jour, etc. Ça, c'est en termes de discipline, mais en termes pédagogiques, qu'est-ce qu'on entend par programme d'études? Un programme d'études est avant tout défini par des objectifs d'apprentissage. Donc on définit d'abord, voilà, à la fin de son programme de formation, ce que l'étudiant doit être capable de faire. Donc on définit généralement voilà, entre 5 et 10 compétences. Pédagogiques. Ben, on définit d'abord oui. le référentiel de compétences, donc ce que l'étudiant voilà, doit être capable de faire à la fin de son programme de oui. formation. Et ensuite, on essaye de voir voilà, que toutes les unités d'enseignement couvrent bien toutes les dans une logique et soient voilà. cohérents voilà. tous entre eux. Quoi. Tous entre eux. Et ensuite, on fait la même chose pour les méthodes d'évaluation et aussi la charge de travail. Donc on essaye que tout ça soit voilà, le plus cohérent possible en termes pédagogiques. Un pédagogue pense toujours, c'est ce que je dis toujours, oui, le pédagogue a toujours le cerveau en triangle. Oui. Le pédagogue pense toujours en termes d'objectifs d'apprentissage, de méthodes d'enseignement et de méthodes d'évaluation. Ce qu'on appelle la triple concordance pédagogique. Donc on essaye que ces trois aspects du triangle soient le plus alignés, le plus cohérent possible. Entendu. Donc ça veut dire que vous intervenez quand à un moment donné, les enseignants doivent répartir au niveau des ECTS, donc l'ECTS, donc c'est le système de transfert de crédit européen, je traduis de nouveau, quand vous voyez que dans une colonne, il y a 3 colonnes, en général il me semble à l'Université de Bruxelles, il y a la théorie, les exercices et la charge de travail par les étudiants eux-mêmes. Si vous voyez qu'il y a c'est un des éléments, hein, évidemment, mais si j'essaie d'être concret. Si vous voyez, par exemple, que dans la colonne charge de travail personnel, il y a quelque chose qui est incohérent par rapport à ce qui est annoncé dans le descriptif de contenu, mais aussi pédagogique, ne va pas, vous intervenez à ce niveau-là. C'est un exemple pratique. J'essaie de... Oui, bien entendu, en fait, une évaluation n'a de sens que si elle est suivie par un plan d'action. C'est ça. C'est un petit peu souvent par le problème, c'est qu'on fait beaucoup d'évaluations et puis le plan d'action, parce qu'il faut savoir aussi qu'un responsable de programme, c'est généralement un académique. Oui. Voilà, donc il est responsable de programme pour voilà, une période, je ne sais pas, de 3-4 ans. Ou, oui, oui. Ça dépend un petit peu d'une faculté à une autre. Mais que donc le responsable de programme, il va changer. Donc peut-être qu'il y en a un qui va s'occuper de l'évaluation, et puis au moment où on veut passer au plan d'action, la personne a changé. Donc ce que je veux dire, l'évaluation n'a de sens que si elle a un impact sur... que si des actions sont prises suite à ces évaluations. Mais tout ça va être développé d'ailleurs par la suite, hein, dans les questions qui suivent. Alors maintenant, comment procèdes-tu à l'évaluation des enseignements par les étudiants? Alors, il y a 2 campagnes par an. Donc les étudiants sont interrogés par questionnaire sur les cours qu'ils ont reçus pendant le quadrimestre. Est-ce que tu penses qu'il est souhaitable que j'allume, parce que je vois qu'il y a des variations de luminosité. Lumière, oui. Voilà. C'est la Belgique, je dirais. Oui, voilà. Merci. Donc je disais, les étudiants sont interrogés par questionnaire. Oui. Et ensuite, donc les résultats de l'évaluation sont compilés au sein d'une application qu'on appelle Evalence, qui est aussi l'application sur laquelle les enseignants peuvent ensuite se connecter pour prendre connaissance des résultats de l'évaluation de leur enseignement. Donc en fait, l'évaluation est faite sur 4 dimensions, 3 qui concernent l'enseignement et la dernière qui concerne plutôt la performance de l'enseignant lui-même. Voilà. C'est ça. Est-ce que ce terme de performance n'est pas connoté idéologiquement dans le cadre de notre système économique?
Oui, j'aurais peut-être performance n'est pas le bon mot, mais en tout cas, voilà, la dernière... pas la performance, mais plutôt la prestation. La prestation de l'enseignement. C'est vrai que... Mais c'était pas une critique du tout. Non, mais je n'aime pas ce mot non plus. Voilà. La dernière dimension porte plutôt sur la prestation de l'enseignement. Entendu. Alors maintenant, quel usage fait-on de ces évaluations et cela porte-t-il des fruits dans le cadre de la qualité de l'enseignement-apprentissage? Je sais que pour toi, le choix de ce terme, ou de ces deux termes, enseignement-apprentissage, n'est pas quelconque, et surtout le trait d'union qui se trouve entre les deux. Est-ce que tu pourrais d'abord, en introduction, expliquer ce que tu entends par enseignement-apprentissage, et puis alors on viendra sur la question elle-même que je suis prêt à répéter, bien entendu. Par rapport au terme enseignement-apprentissage, oui, moi j'aime beaucoup le tiret qui est entre les deux parce que pour moi ce sont voilà, les deux faces d'une même pièce et on ne peut pas penser l'un sans l'autre. J'aime bien aussi la formule de Michel Saint-Onge qui dit « Moi j'enseigne, mais eux apprennent-ils » que donc enseigner ce n'est pas juste entre guillemets transmettre un savoir, mais c'est aussi s'assurer que de l'autre côté et l'apprentissage, ce n'est pas seulement recevoir, c'est un travail intellectuel. Voilà. Donc l'enseignant, voilà, donc en fait c'est un processus qui associe ceux qui enseignent et d'autre part les apprenants. Je n'aime pas tellement ce terme, mais enfin bon, on comprend, c'est un mot qu'on utilise couramment, et alors le trait d'union marque bien donc la nécessité d'insister sur ce binôme indissociable. C'est bien ça. Oui. Voilà. Alors maintenant, je répète ma question à l'usage, à destination de ceux qui nous écoutent, qui ont peut-être oublié la question. Donc, quel usage fait-on de ces évaluations et cela porte-t-il des fruits dans le cadre de la qualité de l'enseignement-apprentissage? Alors, au niveau donc des usages qui sont faits de l'évaluation des enseignements par les étudiants, donc on appelle communément et, parce que voilà, le terme est un petit peu long. Donc, l'usage qui est fait de l'EE, c'est principalement d'abord un feedback pour l'enseignant. Donc, c'est le principal destinataire. Donc, c'est permettre en fait aux enseignants d'avoir un retour sur leur action. Et bien entendu, le but final, c'est que ça ait un impact sur la qualité de l'enseignement-apprentissage à l'université. Et donc on invite aussi, c'est un petit peu finalement comme l'évaluation des programmes, c'est une évaluation qui n'a de sens que si elle est suivie d'action et de changement. Donc on invite, et c'est peut-être toute la difficulté de l'EE, c'est que parfois les étudiants disent oui, mais on remplit ces questionnaires, on a l'impression que ça n'a pas vraiment d'effet, on ne voit pas les changements, etc. Oui. Et je pense que c'est aussi dû au fait que parfois les enseignants ne communiquent pas sur qu'est-ce qu'ils ont changé suite à l'évaluation qu'ils ont reçue. Alors ils ne sont pas obligés c'est pas parce qu'il y a une critique qu'ils sont obligés forcément de changer les choses. Par exemple, voilà, il y a une situation que j'ai vécu où un enseignant donnait un portefeuille d'articles et on voulait qu'il fasse un syllabus. Mais en fait, dans son cours, qui était un cours voilà, d'analyse et de critique, il préférait donner un portefeuille d'articles et que ça n'avait pas vraiment de sens dans le cadre de son cours d'avoir un syllabus linéaire, etc. Je pense que voilà, même s'il ne voulait pas créer un syllabus, d'expliquer en quoi, finalement, d'expliquer son choix pédagogique. Voilà, donc parfois on n'est pas obligé forcément de changer les choses, mais entre guillemets, de justifier ou d'argumenter son choix pédagogique. Je pense que c'est malgré tout important. Alors donc ça c'est le premier usage qui en est fait, c'est je dirais un feedback direct pour l'enseignant qui vise ensuite à je dirais, apporter des changements dans ses pratiques. Ensuite le deuxième usage qui en est fait, c'est que donc l'évaluation des enseignements par les étudiants intervient aussi dans le dossier d'enseignement. Donc, pour obtenir une promotion, une nomination, les enseignants universitaires doivent remettre un dossier d'enseignement et dans ce dossier, on leur demande d'inclure quelques-unes de leurs évaluations et en tout cas,
on ne leur demande pas forcément de mettre le résultat brut, mais en tout cas d'expliquer justement quels sont les changements, quelle est leur analyse, leur interprétation des résultats, qu'est-ce qu'ils ont changé suite à ces résultats, etc. Donc ça, c'est une manière, en tout cas aussi, de valoriser la mission d'enseignement à l'université. Et ensuite, je dirais le troisième usage, qui n'est peut-être pas encore tout à fait abouti, mais on aimerait aussi pouvoir utiliser ces données pour justement évaluer les programmes. Donc peut-être pas les parties voilà, personnelles liées à la prestation de l'enseignant qui finalement, celles-là sont confidentielles, mais on aimerait aussi pouvoir recueillir quelques-unes de ces données pour évaluer les programmes d'études. Voilà. Lorsque tu as des contacts avec des enseignants, est-ce que tu penses qu'ils te perçoivent ou vous perçoivent comme vraiment comme des accompagnants, comme des conseillers pédagogiques donc, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui renvoie à comment dirais-je, où on projette sur vous une idée de contrôle, d'acquisition, même si vous ne vous positionnez pas comme ça, c'est bien entendu, mais est-ce que ça ne reste pas quelque chose qui humainement reste comme ça, en disant mais c'est comme dans une entreprise où il y a le contrôle, et comme on multiplie dans notre société des contrôles divers, et est-ce qu'il n'y a pas aussi, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, des lieux où les étudiants ont la possibilité de voter quant à la qualité pédagogique des enseignants, ce qui peut les bloquer, le cas échéant, pour être titularisés. Parce qu'après mai 68, c'est ce qu'on a créé à l'université, c'est ce qui existait quand moi-même j'étais étudiant. On a créé donc, et alors tous les X années, il y avait un vote, je ne sais pas si ça existe toujours, hein, c'est à toi de me le dire, hein, à l'université, et alors il y avait des enseignants qui craignaient très fort ce vote, parce que ils avaient passé une thèse de doctorat qui pouvait être brillante, ils avaient des dossiers, ils avaient des livres, des articles, et ça pouvait être un élément qui empêchait leur nomination et leur passage de premier assistant à professeur. Est-ce que ça existe toujours ça? Alors, il y a plusieurs dans une. Oui, mais je pose la question, parce que ça peut être, tout ça peut être vécu par l'enseignant comme faisant partie d'un dispositif qui, derrière comment dirais-je, des intentions qui paraissent très généreuses et qui sont destinées d'ailleurs aux étudiants, cachent en fait une intention, à la limite consciente ou inconsciente, qui s'inscrit dans la logique de notre société où on contrôle de plus en plus, où il y a de plus en plus de surveillance, où il y a de plus en plus de contrôle de qualité, comme dans les entreprises, où il y a de plus en plus de normes qu'il faut respecter, et où on a l'impression que cette politique, puisque c'est quand même initié dans le cadre d'une politique éducative, ça s'inscrit au fond dans une bureaucratisation de la société et un contrôle qui pourrait mener, bon, on n'en est pas là, je ne dis pas qu'ils ont ça en tête, mais à l'équivalent d'une sorte de 1984 de George Orwell. Voilà, c'est une question très générale que je te pose. Non, c'est une très bonne question. Voilà. Alors, bien entendu, mais je pense que ça c'est peut-être valable pour tous les métiers, on ne peut pas faire son métier sans finalement comprendre et s'inscrire dans des enjeux, dans un contexte. Alors, ce que je voudrais quand même peut-être repréciser aussi, c'est que le but de l'évaluation des enseignements par les étudiants, ce n'est pas de virer tel ou tel professeur. Bon, ici, on est dans un processus d'amélioration de la qualité, mais donc aussi avec l'idée que voilà, la pédagogie est quelque chose qui s'acquiert et que donc on est dans un processus d'amélioration et que parfois les étudiants disent voilà oui, on ne comprend pas, on remplit ses évaluations, on voit que tel enseignant est toujours là, etc., malgré les critiques qui lui sont faites. Le but n'est pas de virer tel ou tel enseignant, le but c'est d'aider cet enseignant à améliorer
son oui, enseignement. pour vous, certainement, on ne doute pas de votre sincérité, de la probité de votre travail. Mais je parle du cadre plus global dans lequel ça s'inscrit, et dont vous seriez vous-même des acteurs innocents. Voilà. Oui, alors, surtout par rapport à la notion de contrôle, etc., c'est vrai que oui. Au sein du corps académique, voilà, ce sont des choses qui ne sont pas toujours bien accueillies ou perçues, que ce qu'on reçoit aussi souvent comme réponse, c'est que voilà, il y a cette notion de liberté académique, que ça entraverait finalement la liberté académique. Je pense que c'est vrai que les enseignants universitaires, mais aussi peut-être dans d'autres domaines, on a de plus en plus de comptes à rendre. C'est peut-être ça que tu entends par contrôle. Mais je pense que finalement, cette transparence a aussi le mérite de... Moi, je pense que je ne suis pas pour l'aspect contrôle, mais en tout cas, le fait d'être transparent sur ses actions, je trouve que c'est quand même quelque chose voilà, de positif. Mais tu as bien fait de rappeler qu'il faut toujours penser aux enjeux, de qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce qu'on essaye... c'est ça. Et l'usage qu'on pourrait faire de... Il faut être très prudent sur l'usage qu'on de pourrait très faire. gentils accompagnateurs que vous êtes, et qui sont là pour vraiment essayer d'améliorer l'enseignement et d'aider les étudiants. Voilà. Je ne sais pas si on est gentil, mais on est en tout non, cas... Non, je disais gentil parce que je pensais au Club Med, hein, les gentils organisateurs et gentils membres. Non, mais c'est un clin d'œil en fait. Hein. Je pense que aussi, ce qui est très important, c'est de bien clarifier tout ça dans notre posture d'accompagnement. Donc quand on décide, par exemple, qu'on décide ou qu'on est en tout cas intégré dans un projet d'accompagnement, c'est très important parfois de clarifier les demandes, de comprendre les demandes qui se cachent derrière les demandes, et aussi de bien définir quel va être notre rôle, parce que par exemple, c'est vrai que les académiques ont un problème au niveau de leur temps. Voilà, l'encadrement à l'université est vraiment mis à rude épreuve, et donc c'est vrai que pour les enseignants à l'université, il y a cette problématique du temps, et donc c'est vrai que parfois, nous on est vus comme des personnes ayant peut-être un peu plus de temps, qui pourraient prendre en charge des choses administratives, etc. Donc c'est vrai que notre rôle n'est pas de prendre des leaderships sur des projets, ou d'en faire la gestion administrative, etc. Notre posture est vraiment une posture d'accompagnement, donc c'est très important de la définir, de clarifier les enjeux qu'il y a derrière, de pourquoi c'est important d'instaurer tel ou tel changement, et surtout quel est l'enjeu derrière le changement. Là, tu as tout à fait raison. Et alors, dans le même cadre, et puis je te poserai d'autres questions, est-ce que, je dirais presque sociologiquement, il n'y a pas plus de résistance, voire de refus total, quand on compare d'une part les jeunes enseignants qui ont encore beaucoup de choses à prouver, et qui sont quand même d'abord des chercheurs pour beaucoup d'entre eux, et alors ceux qui sont ce que l'on appelait jadis des mandarins, c'est-à-dire des gens qui ont, je ne sais pas, bon âge, voilà, et qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que ces petits genoux qui, vont m'apprendre mon métier, que j'enseigne depuis 30 ans, j'en ai rien à cirer. Je ne sais pas. Mais peut-être que ça se passe aussi vis-à-vis des jeunes, donc peut-être, parce que, quels que soient les entreprises ou les groupes dans lesquels on se trouve, il y a, et à l'université c'est bien un lieu où il y a des hiérarchies. On est dans une société hiérarchisée. Bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est un fait. Et quand même, à l'université, on monte lentement les marches d'un escalier. On commence, après de difficultés, d'abord assistant, premier assistant, chargé de cours, après ça, professeur extraordinaire, ordinaire, et puis on est directeur de département, etc. Donc c'est quand même une société qui se veut méritocratique, mais qui a un côté aristocratique. Oui, qui est vertical, en tout cas. Voilà, c'est ça, avec des chevaliers, des barons, des comtes, des marquis, des ducs. C'est ça que je veux dire. Donc on a remplacé, dans le cadre d'une société méritocratique, une hiérarchie qui était celle de l'ancien régime. Bon, sur des critères qui paraissent plus objectifs, je veux bien. Mais malgré tout, il y a des titres nobiliaires. Alors, est-ce que vous n'apparaissez pas un petit peu comme, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là Je ne sais pas. C'est une question que je te pose, mais je suis tout à fait extérieur au système, donc je peux en parler de manière
un bâton rompu. Voilà, et oui, et volontairement, hein, parce qu'on n'a rien préparé de tout ce dont on est en train de parler pour l'instant, et peut-être je te surprends, mais moi c'est un sujet qui m'intéresse comme historien, parce que voilà, j'essaie de replacer ça dans la longue durée. Alors, est-ce qu'on voit une différence, entre guillemets, entre les différentes générations? Alors, je sais pas, on n'a pas vraiment de chiffres à ce niveau-là, donc je ne pourrais pas répondre à ta question objectivement. Je voudrais pas non plus... bon, il y a peut-être un stéréotype qui voudrait que voilà, les jeunes générations seraient davantage innovatrices, etc. Mais je voudrais pas faire vraiment de généralité à ce sujet ou de rentrer dans les stéréotypes. Donc, à titre individuel, je n'ai pas forcément l'impression voilà, qu'il y ait une différence de génération, même si c'est ce qu'on aurait tendance à croire à première vue. Par contre, je pense que ce qui est très efficace, c'est le fait, donc généralement, donc ce que j'expliquais tout à l'heure, les jeunes académiques et les jeunes scientifiques, on leur offre une formation de base. Voilà. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, les jeunes enseignants qui ont suivi cette formation ont peut-être plutôt tendance à revenir nous voir, à nous appeler pour les soutenir dans des projets, etc. Donc ça, c'est assez efficace. Voilà, j'ai une réponse, même si c'est pas ma question, mais puisque tu n'as pas les outils pour pouvoir répondre à ma première question. Ceci dit, on peut aussi imaginer qu'effectivement, il y a une sorte de bloc et que dès lors qu'on est dans le cursus académique, très tôt, on s'identifie à une sorte de mandarina, et au fond, il n'y a peut-être pas de grande différence entre ceux qui ont 35 ans et ceux qui en ont 65, parce qu'ils s'identifient déjà à. Mais il y a quand même une différence, parce qu'à partir du moment où un enseignant obtient sa nomination, il a de moins en moins de comptes à rendre. Mais voilà, donc ça crée peut-être une difficulté où voilà, ils sont endoubés, comme il aura peut-être, voilà, comme l'enjeu est peut-être devenu moindre pour lui, il aura peut-être moins tendance à s'investir dans tout ce qui est pédagogie, ou en tout cas à moins rendre de compte dans la matière. Maintenant, c'est vrai que nous, on a une stratégie un petit peu peut-être de dire, voilà, bien entendu, on aimerait pouvoir convaincre les non-convaincus, mais on essaye d'abord de travailler avec les convaincus, en essayant de valoriser, de communiquer. On a les journées de l'enseignement, voilà, on essaie de communiquer sur ce qui se fait d'intéressant en matière de pédagogie à l'université. On espère que ça contamine les autres, quoi. Voilà, donc le mot contaminer a quelque chose de pervers, parce qu'on imagine des virus. Et des microbes, oui. Que ça les inspire. Voilà, que vous soyez des sources, voilà. On essaie de montrer qu'il y a voilà, moyen de faire les choses autrement et que ça inspire les autres. Donc c'est vrai qu'on travaille peut-être... Et y a-t-il des facultés où on est plus réceptif que d'autres à votre mission, en sciences humaines ou en sciences? Ou est-ce qu'il n'y a pas de différence? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des différences entre ceux... Je ne sais pas, tu as parlé de Solvay tout à l'heure, qui est une école de commerce, d'ingénieurs commerciaux, inscrite incluse dans l'université. Est-ce qu'il y a des différences entre des gens qui occuperont par la suite et qui auront un profil par conséquent, ils font des études parce que ils cherchent peut-être des situations de pouvoir au sein des entreprises, au sein des administrations, et d'autres qui auront peut-être un profil qui sera celui peut-être comment dirais-je, de gens qui seront plus soumis, je veux dire, sur le plan hiérarchique. Je pense à des futurs enseignants, les facultés de lettres, les facultés de sciences, pour ceux qui se destinent à l'enseignement. Y a-t-il une différence entre ceux qui sont justement à la faculté des sciences psychologiques et d'éducation et les autres? Parce qu'eux-mêmes sont... voilà, ils sont des deux côtés en même temps, ils savent ce que vous faites, ils l'ont intégré puisqu'ils sont dans ce cycle d'études-là, et les autres qui disent, de toute façon, c'est des histoires de psychopédas. Et hélas, on entend souvent des réflexions qui ne sont pas très sympathiques pour les psychopédas. Enfin, je le sais parce que je travaille dans un institut où parfois... Oui, on n'est pas toujours populaire. Vous n'êtes pas toujours populaire, voilà. Alors, tu as entendu ma question, donc, est-ce qu'il y a des différences entre les profils d'enseignants qui sont dans des facultés diverses et éventuellement même au niveau des évaluations, des enseignements par les étudiants eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes auront des fonctions différentes de faculté à faculté.
je ne sais pas, c'est des questions que je me pose. Je ne suis pas sociologue, mais j'essaie de voir autour de ce que tu fais toutes les implications que ça peut avoir quant à la collaboration dans ce type d'exercice. Ben, je dirais qu'il y a des facultés qui peut-être sont plus dynamiques que d'autres en matière de pédagogie. Lesquelles, par exemple? Ben, ça se traduit déjà tout simplement par, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, donc on a une cellule pédagogique centrale, et puis il y a aussi certaines facultés qui ont leur propre conseil pédagogique. Ben, c'est généralement tout simplement, ça correspond, je dirais, un petit peu au... Donc ce sont traditionnellement, oui, les sciences humaines ou non? Non, pas tellement. Plutôt donc en Polytech, à Solvay, en médecine, en pharmacie. Oui. Voilà, ça, ce sont des facultés dans lesquelles on a un conseiller pédagogique et qui sont peut-être voilà, traditionnellement des facultés un peu plus ouvertes en matière de pédagogie. C'est intéressant, hein, c'est intéressant. Je n'ai pas l'explication. Ce serait que ce sont des facultés davantage professionnalisantes. Oui, quand on fait des études de pharmacie, c'est pour devenir pharmacien. Je ne sais pas si ça a un lien ou pas, mais oui. Ça pourrait être voilà, une piste. Ça pourrait être une piste, donc il faudrait avoir aussi un sociologue qui travaille là-dessus. Des collaborations pluridisciplinaires dans le cadre de votre propre évaluation, si je puis dire. D'ailleurs, on n'en a pas parlé de votre propre évaluation. Est-ce que, tout d'abord, est-ce que vous reconsidérez d'année en année vos méthodes? Je parle donc de l'évaluation des programmes d'études, de l'évaluation des enseignements par les étudiants. Hors caméra, tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait eu une stagiaire qui était venue voir comment vous fonctionnez pour avoir ce qui permettait d'avoir un regard extérieur. Oui, oui. Ben, donc on essaye, voilà, c'est assez récent, mais on essaye voilà, de nous évaluer nous-mêmes aussi, finalement, d'appliquer à nous-mêmes ce qu'on demande aux autres. Et donc on essaye, voilà, on a une stagiaire qui est venue récemment et qui voilà, elle fait une petite enquête pour savoir pourquoi les enseignants nous contactaient, pourquoi ils revenaient, etc. Maintenant, je ne peux pas, voilà, comme l'enquête est en cours, je ne peux pas vraiment communiquer là-dessus, mais en tout cas, c'est vraiment une source d'information qui moi, m'intéresse beaucoup. Ah oui, bien entendu. Parce que, voilà, en fonction de ces résultats-là, ben, on va pouvoir développer... oui, pour le feedback, enfin. Oui, pour une autre stratégie. Et donc, voilà, nous, on n'est pas évalué par l'institution, enfin, au niveau institutionnel, voilà. Mais on essaye en tout cas de s'auto-évaluer, d'améliorer notre prestations. On offre aussi des formations, donc on a tout un catalogue de formations et on essaye aussi voilà, d'avoir des mises à jour pour ne pas toujours offrir la même offre de formation aux enseignants, mais de varier notre offre, de la mettre à jour, etc. Alors, nous arrivons tout doucement à la fin de cet entretien. Je voudrais encore te poser donc une question. Tu as travaillé dans le domaine de la santé. Et tu vas peut-être préciser ce que tu faisais d'ailleurs. Quelles sont les grandes tendances pédagogiques en la matière? Donc, précise peut-être un petit peu ton expertise dans ce domaine-là, et puis alors de répondre à la deuxième sous-question. Oui. Donc comme je l'ai dit précédemment, la faculté de médecine a une conseillère pédagogique, donc propre à sa faculté, et donc en tant que conseillère pédagogique en médecine, mais on intervient surtout dans des projets de collaboration interprofessionnelle. Donc avec l'idée que la médecine devient de plus en plus spécialisée, je dirais même hyper spécialisée, et que les maladies, les problèmes à résoudre sont eux également de plus en plus complexes. Et donc on crée des séminaires de collaboration interprofessionnelle donc, qui réunissent les médecins, les kinés, les ostéopathes, les infirmiers, les assistants sociaux, autour de cas cliniques qu'ils doivent résoudre ensemble. Et dans ce dispositif, on inclut également les patients. Donc, avec l'idée aussi que dans le futur, les maladies chroniques vont se développer
davantage, et donc le patient apprend lui-même à prendre en charge, entre guillemets, sa propre maladie et développe une expertise là-dessus. Et que donc dans ces séminaires, ben, on intègre donc le patient qui devient un maillon parmi d'autres dans la chaîne de santé. Et donc je pense voilà, que ces projets sont assez intéressants, peut-être, et je pense que, bon, pour le moment ça commence en médecine, mais probablement que dans d'autres disciplines, je me dis que c'est vrai que le fait que le savoir devient de plus en plus hyper spécialisé, ce n'est pas propre à la médecine, mais également à d'autres domaines. Ça pourrait être l'avant-garde. Et donc je trouve ça assez intéressant, voilà, dans le contexte actuel qui est de plus en plus hyper spécialisé, oui, de développer, voilà, dans nos programmes ce genre d'offres-là, de comment collaborer de manière interprofessionnelle. La synergie. Ouais. Voilà, c'est ça, oui. Voilà, c'est à la fois passionnant, à la fois aussi source de difficultés, mais ce sont voilà, de très chouettes projets qu'on développe en médecine. Et à côté de ça aussi, il y a tout ce qui est peut-être lié à la simulation. Donc c'est vrai qu'on est en matière de pédagogie, on est de plus en plus voilà, à parler en termes de compétences, donc de ce que les étudiants doivent être capables de faire à la fin d'un cycle de formation. Donc on essaie aussi de les évaluer en conséquence. Et la simulation, voilà une manière de pouvoir évaluer ces compétences-là. Eh bien, je te remercie pour tes propos. Je crois que tu as ouvert tout un espace de réflexion qui n'était pas connu, à la fois pour beaucoup d'étudiants, même s'ils y participent d'une manière ou d'une autre, mais tu as montré ce qu'il y avait dans les coulisses, derrière le rideau. Oui, oui, voilà. Et c'est ça qui est intéressant, voilà, parce qu'on voit ce qu'il y a en devant de la scène, et puis on ne sait pas ce qui se passe derrière, au fond. On ne se pose même pas la question de savoir ce qui se passe derrière. Or, c'est essentiel, justement, de pouvoir démonter un petit peu ce type de mécanismes dans le cadre d'interventions qui sont les vôtres. D'autre part, ça c'est pour le côté étudiant. Alors, du côté des enseignants, je crois que, quelle que soit la discipline que l'on pratique, on doit avoir quand même une certaine humilité. Quand je dis humilité, entendons bien, il ne s'agit pas de se mettre à genoux devant les psychopédagogues qui deviendraient les grands Manitou de l'organisation d'enseignement, mais qu'il faut toujours avoir des regards extérieurs, d'ailleurs de toutes les disciplines, par rapport à ce qu'on se fait. Ça peut réduire, surtout qu'à l'université, ce genre d'attitude est souvent propice, de réduire peut-être certaines attitudes, parfois un petit peu mégalomaniaques, et je ne veux pas être méchant quand je dis ça par rapport à certains mandarins, mais qui se croient effectivement presque omnipotents parce qu'ils sont omniscients, ou en tout cas, ils ne diront jamais, bien sûr, mais voilà, ça fait partie de l'organisation de notre société. L'université reste un lieu de pouvoir, tout d'abord, et un lieu où, effectivement, on n'a pas le sentiment de se mêler avec le vulgus pecus, c'est-à-dire monsieur tout le monde. Et je crois que c'est intéressant, il faut avoir cette modestie d'accepter que, on peut être très compétent dans une discipline, et que pour faire, pas seulement pour faire passer quelque chose, parce que l'optique d'un psychopédagogue, c'est pas d'apprendre à transmettre, mais d'apprendre à faire réfléchir, à se construire soi-même en tant que personnalité. Je crois que beaucoup de professeurs d'université ont beaucoup à apprendre de ce que tu fais avec tes collègues. Donc un très très grand merci Ophélie. Merci Michel, on essaie d'y participer. Et en tout cas, ça m'a fait un très grand plaisir de te revoir en tant que professionnel maintenant, parce que on a été collègues pendant un certain temps, mais pas dans le cadre d'une discussion aussi longue en tout cas, de te revoir comme ça après quelques années, je dirais même décennies, mais elles ne sont pas si nombreuses que ça. Je dis ça à l'intention d'Ophélie. Donc un très très grand merci. Si j'ai bien compris, tu vas incessamment sous peu, dans les mois qui viennent, vraiment t'inscrire
dans le cadre de la faculté de médecine, si j'ai bien compris. C'est oui. bien ça. Oui, c'est tout à bien fait. ça. Et ça, il y a 2 ans, tu travailles à l'université, je crois, dans ce cadre, dans ce projet-là. Ouais. Dans ce projet-là. Bientôt 2 ans, oui. Voilà. Et j'espère, enfin j'espère non, pas j'espère, parce que ce qui compte c'est d'être heureux dans la vie, que tu auras encore de multiples expériences qui te font apprendre le chinois, je ne sais pas quelle autre langue, hein, et que ça enrichira en tout cas tes compétences qui sont déjà multiples. Oui, oui. Bah, en tout cas, moi c'est le... voilà, j'espère avoir 9 vies comme un chat. Et je pense que même en matière de recherche, on dit toujours, voilà, il n'y a pas forcément de révolution scientifique, mais parfois c'est en sortant de sa discipline. Oui, tout à fait, c'est bien connu ça. Donc voilà, moi en tout cas, j'essaye d'appliquer ça dans ma vie professionnelle. J'essaye de développer des compétences multiples qui peuvent paraître un petit peu patchwork au premier abord, mais qui à un moment donné ou à un autre... Oui, on parvient à faire des connexions, quand on parvient à les faire, hein, effectivement, et voilà... En tout cas, ça a du sens pour moi. Voilà, Voilà, ce sera le mot de la fin. Un très grand merci, Ophélie. Merci Jean-Michel.